En 1964, par exemple, lorsque le président Kasavubu avait révoqué le Premier ministre Lumumba, on était tombé dans une crise politique. Et les moulélistes avaient résisté et ils ont occupé les 3/4 du territoire national. Il y avait donc une crise aiguë qui ont menacé la cohésion nationale. Il y avait une crise aiguë qui a menacé l'intégrité territoriale. On avait la République populaire du Congo, à Brazzaville. On avait aussi la République populaire du Kivu. On avait l'État du Katanga, le 14 juillet 1960. Le Sud Kasaï, le 14 août 1960. Mais le président Mobutu a eu l'opportunité de le réunifier avec d'autres partenaires de l'époque. Ensuite, pour la ville de Bukavu, par exemple, il y a eu encore, parce que les mouvements rebelles a été dans l'ensemble du territoire national, dans tout l'Est, avec Christophe Ngbenye dans la province orientale, avec Somialo Gaston dans le Kivu, Pierre Moulélé dans le Bandundu, le maquis de Bandundu. Voilà. Mais le Kivu s'est relevé. Il y avait le capitaine, le colonel Moulamba, qui a pris les choses en main, qui a pu libérer la ville de Bukavu des griffes des rebelles. Et puis en 67, il y avait l'adjudant Maélé et puis les majors Poto qui ont pu effectivement débouter Jean Scram, qui était à la solde de la Belgique. Et donc, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ce sont des problèmes auxquels nous avons été confrontés dès le début de l'indépendance du pays. Mais moi, je ne désespère pas. Je pense qu'il y a moyen de faire une solution, mais il faut quand même que la classe politique assume les responsabilités qui sont siennes. La classe politique congolaise. La classe politique congolaise, parce que dans ces responsabilités, on ne peut se baser que sur la Constitution. Et tout de suite, le président Félix, qui a été élu, avait des difficultés, mais on aurait pu avoir suffisamment d'informations sur les difficultés des cohabitations entre le FCC et les CAH. L'accord a été très vite résilié. Je pense qu'à mon avis, on ne pourrait pas le faire ainsi. On aurait pu d'abord passer à la cohabitation, et puis la Constitution prévoit la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, on venait des élections, on ne pouvait pas tout de suite procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale parce que la Constitution prévoit seulement une fois dans le mandat. Donc, on aurait pu avoir des entretiens avec, ou des liens avec le partenaire. Ça n'a pas été le cas. Les gens qui sont toujours, c'est les grandes difficultés du pouvoir. Il y a toujours la confrontation. Vous avez parlé de la classe politique. La classe politique qui est silencieuse aujourd'hui. Qui est silencieuse aujourd'hui, voilà, encore une fois. Elle est silencieuse aujourd'hui. On peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi elle est silencieuse? Parce que cette classe politique, elle n'est pas fidèle. C'est comme la femme infidèle qui va dans une autre relation, quittant une ancienne relation, alors il se pose un problème de fidélité entre l'ancienne et la seconde. On peut parler d'infidélité et d'hypocrisie au sein de la classe politique congolaise. Et la classe politique, parce que maintenant, par exemple, on le voit très bien, le président a été très isolé sur le plan interne. Je ne vois pas des gens je ne vois pas, moi je l'observe, je ne vois pas les gens qui viennent, comme on dit au tennis, qui montent au filet pour défendre ce que disait comme étant leur idée. Bien. Alors, je prends quelques exemples. C'est l'article 112 et 119 assez rapidement. Et ce que je n'ai pas compris, et je peux me référer à des cas qu'on a eu aussi, aussitôt après, on a eu des difficultés avec le 1+4 sous le président Joseph Kabila, n'est-ce pas? Il y avait un 1+4, au terme duquel on est allé aux élections. Et ce n'était pas facile la cohabitation avec quatre vice-présidents, dont 3, ils sont issus, 2 de l'opposition militaire, armée si vous voulez, l'autre est politique. Et l'autre vice-primature était gardée par quelqu'un qui était de la mouvance gouvernementale. Mais on a pu quand même, encore une fois, on a pu rassembler
l'espace qui était sous RCD, l'espace qui était sous MLC et l'espace qui était gardé du côté du gouvernement. Cette crise a duré et on est passé aux élections. Mais aujourd'hui, comment vous analysez la situation actuelle en RDC? Il faut d'abord, moi, ce que je ne comprends pas, parce que dans l'article, dans la Constitution, par exemple, il faut que j'explique un peu comment ça fonctionne le gouvernement. Moi, j'ai l'avantage d'avoir été au gouvernement, j'ai l'avantage d'avoir été à l'Assemblée nationale, j'ai l'avantage d'avoir fait 2 cabinets du président de la République, c'est un fait rare, et donc je comprends plus ou moins comment l'État fonctionne, et je ne comprends comment on a eu des difficultés de fonctionnement. Je prends par exemple l'article 79 de la Constitution. L'article 79 de la Constitution dit que le président de la République convoque la réunion du Conseil des ministres et la préside. Comment ça se passe? Le gouvernement a un secrétaire du gouvernement qui prend les dossiers du gouvernement, donc qui sont remis par les ministres qui vont assister aux réunions du Conseil. Et puis, un autre exemplaire de dossier, le double si vous voulez, va aussi chez les premiers ministres. Donc, le président ou le cabinet du président de la République a les dossiers. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le cabinet a les dossiers, et le cabinet du président de la République, et le cabinet du premier ministre. Donc, le président de la République, une fois qu'il a convoqué, il a les dossiers avec lui. Donc, le cabinet, ce n'est pas le président qui va éplucher tous les dossiers, mais il y a quand même un cabinet qui lit pour lui, et après lecture, qu'il fait les propositions dans le cadre de la réunion qui sera convoquée en Conseil des ministres, avec débat et délibération. Et le président, il a la note. Il a la note qu'on appelle la communication du président de la République. Puis, qui sera suivie par les autres points inscrits à l'ordre du jour. Et donc, le président, de ce point de vue-là, il est au fait des événements. Il est au fait des dossiers. Et c'est là que je me pose des questions. Juste souhaiter que le président Félix nous dise qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous comprenions par la suite, parce qu'il y a un problème de fonctionnement des institutions, je n'en sais rien. Mais si nous prenons le cas de 1+4, il y a un ministre, par exemple, Olenganko, qui avait été suspendu, il était ministre des Transports, il a manqué du respect. On peut dire aujourd'hui, il avait manqué du respect. Chacun a sa part de responsabilité. Oui, bien sûr. Le gouvernement, le Parlement, voilà. Alors, il y a la faillite, il y a en fait la faillite de l'État, si vous voulez. Ça, je dis les choses telles que je le pense, et telles que je le vois, telles que les Congolais le disent, le pensent. Moi, je circule dans la ville de Kinshasa. Ça ne me dérange pas. Tout à l'heure, je suis venu en moto, j'ai abandonné le véhicule. Impossible de circuler dans la ville de Kinshasa. Je parle au motard, je vous assure, je parle au motard. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne jamais donne le point de vue. Ce matin, j'ai pris un bus public pourri, mais je le prends quand même. Je parle, je pose la question aux Congolais. Qu'est-ce que vous pensez du pays? Qui est responsable? Et je vous dis, province confondue, ethnie confondue. Vous avez parlé de l'infidélité, de l'hypocrisie de la classe politique. Vous la voyez, là, l'hypocrisie. Mais que dire de la communauté internationale? On s'en fout de la communauté internationale. On s'en fout. C'est elle qui tire quand même on s'en fout de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est comme les voisins, c'est comme la belle famille. Vous êtes en couple, il y a la belle famille. On s'en fout. C'est nous qui devons être responsables. Je vais vous donner des exemples. Nous avons à l'Assemblée nationale, et là je fais un reproche au président Vital Kamerhe. On a investi le gouvernement et on se rend compte maintenant aujourd'hui que le gouvernement ne devait pas être investi parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que par exemple l'armée, le FARDC n'ont pas le budget. Vous vous rendez compte? Mais le gouvernement a été investi. Il y avait la politique générale de Madame le Premier ministre. Et à la suite de cette politique générale qui avait été présentée à l'Assemblée nationale, elle a été investie. Et maintenant, ce sont les Congolais, et même les fidèles d'ailleurs dans un État laïque, qui vont commencer à faire des cotisations pour donner l'armée. D'abord, ils vont en donner combien? La plupart des Congolais sont au chômage, ils sont mal payés, etc., etc. Donc on n'aura pas assez d'argent pour donner aux militaires. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'armée doit avoir son budget. Donc là, il y a un échec. Il y a un échec par rapport à l'article 91. Donc on peut parler d'une crise congolaise. Il y a eu la faillite. Je ne peux pas comprendre que lorsqu'on a plus de 400 députés à l'Assemblée nationale, parce qu'il y en a 500, la majorité c'est la moitié plus 1, c'est 50 plus 1. On a la majorité à l'Assemblée nationale. On a la majorité au Sénat, dans les deux chambres. Donc le président, il a tout le pouvoir. Alors comment ça ne marche pas? On ne contrôle pas. Comment expliquer que dans notre pays, je vous assure, moi j'étais journaliste, j'étais à votre place quand Mobutu était là, je n'ai jamais vu la sortie des fonds comme c'est le cas aujourd'hui. Comment ça se fait que, quand vous lisez la presse, il y a 50 millions, 350 millions,
500 millions. 700. Comme ça. Ça, c'est ce qui est porté à l'opinion du public. Vous pensez que les Congolais sont contents? Le Congolais n'est pas content. Vous avez dit tout à l'heure, vous vous en mais foutez pourquoi de la communauté internationale. Mais... La communauté internationale, il n'y a pour rien. La communauté internationale, on s'en fout complètement. C'est la communauté internationale qui fout la guerre. D'ailleurs, moi, je pense, je dois dire au président Félix, qu'il oublie la communauté internationale. C'est qui la communauté internationale? C'est l'Occident, c'est les 5 États permanents, membres permanents du Conseil de sécurité, la France, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis et la Russie. Le président de la République était hier en Angola pour rencontrer le président. Ça ne sert à rien. Au sujet de la crise en RDC. Ça ne sert à rien de mon point de vue, que ce soit l'Angola, la Tanzanie. C'est nous qui devons nous assumer, nous devons avoir un État qui fonctionne. Donc vous êtes pour le dialogue prôné par la CENPO et les CC? Le dialogue, moi je fais un travail de licence spéciale en sciences politiques, je parlais beaucoup de dialogue, il y avait le dialogue de Madagascar, il y avait le dialogue de Mbandaka, il y avait le Conduit, il y avait le dialogue de Louvain, etc. Ça n'a rien donné. Souvent, il y avait aussi le débat national. Il y avait aussi les consultations populaires sur Mobutu. J'étais consultant là-bas. Il y a beaucoup de dialogues comme ça. Il y avait le dialogue de PC. C'est pas dialogue. Non, c'est pas dialogue. Je souhaite. Des consultations. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien. Il y a une crise profonde en ce qui concerne le fonctionnement de l'État. Mais comment résoudre cette crise alors, puisque vous vous en foutez de la communauté internationale? Vous estimez en interne, il y a des solutions. Il faut arrêter la saignée des fonds publics. Il faut arrêter la saignée des fonds publics. On a dit que nous étions à 16 milliards, oui ou non? L'ancien régime avait laissé le budget, je pense, à 4 milliards jusqu'au 2019. On est à 16, du fait de ce qu'on appelle le super profit. Super profit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes, par exemple, dans l'économie extractive, vous vendez du coltan, etc., les TNT, les 3T, vous le vendez. Si vous estimez que vous devez avoir, vous déclarez, que moi j'espère avoir un budget les recettes de 1 milliard, par exemple, et vous en avez 2 milliards. Vous passez de 1 milliard à 2 milliards sur le plan concret. Donc vous faites du 100%. Eh bien, le code minier prévoit que vous payez 50% au trésor public. Mais M. C'est ça qui fait que l'argent... Non, on a de l'argent ici. Mais oui. Il y a urgence. Mais vous allez faire comment? Alors, comment ça va faire quoi? Que faire pour sortir de cette crise? Moi, je ne peux pas comprendre. Que faire pour arrêter la rébellion qui avance? Alors, mais est-ce que quand on gère un État, on n'a pas la politique de la nation? On a la politique de la nation, c'est l'article 91, madame. Le Premier ministre élabore la politique de la nation, n'est-ce pas? Et en concertation avec le président de la République. C'est l'article 91. Donc, dans la politique de la nation, on doit savoir quelle sera la défense nationale, est-ce qu'on doit changer les partenaires? Nous avons des partenaires. Nous ne sommes plus dans un monde... partenaires, vous avez parlé... Nous ne sommes plus, nous n'avons plus un seul partenaire. Le monde n'est plus monopolaire. Le monde n'est plus monopolaire. De mon point de vue, si j'étais proche de M. le Président Félix, eh bien, vous allez au BRICS. Les Russes étaient avec le Congo depuis 1885. Ouais. Parmi les 14 États qui ont signé la création de l'État indépendant du Congo, les Russes en font partie. La Russie en fait partie. Vous voyez? Jusqu'aujourd'hui, nous avons des relations diplomatiques avec les Russes. Mais les Occidentaux, ils ont pillé les minéraux. Les Occidentaux sont des receleurs des minéraux du Congo. Vous n'allez pas aller vers eux quand même pour penser qu'ils vont nous aider à avoir la paix quand même. C'est pas vrai. Vous pensez, vous? Vous êtes une dame, vous êtes mariée, et la belle famille ne veut pas de vous. Vous croyez vraiment c'est votre belle famille qui vous déclare la guerre. Il va vous aider à ce que votre mari revienne. Mais à ce stade, on a l'impression que la RDC est seule. Le président Tshisekedi est seul. Bien entendu. D'où viendra la solution? Moi, je pense, s'il y a dialogue, c'est pas un dialogue avec comme j'ai lu, avec quelques 2 pays, 3 pays, parce que on n'a pas lu il y a le rapport quand je faisais mes analyses dans un forum de médias, on a dit que les belligérants, donc il y avait le Rwanda, l'Ouganda et d'autres États, avaient mis en place des mécanismes qui permettaient de contrôler les institutions de la République. Ça a été dit depuis 2003. Ça a été dit. Mais nous ne lisons pas. Mais ça ne sert à rien. Les autres, je prends le cas du pays de l'AES, qu'on appelle de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce qu'ils vont négocier avec l'Occident?
Il faut assumer. Quand vous êtes au pouvoir, quand vous êtes en politique, surtout au niveau des responsabilités qui sont celles du président Félix, il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, elle arrivera d'une manière ou d'une autre, elle arrivera par la maladie, elle arrivera par un coup de force, elle arrivera par une conspiration, de beaucoup de manières. Mais au moins, la nation vous saura gré de l'avoir sauvé, d'essayer de la sauver. À ce stade, comment sauver la nation? Par faire la guerre ou dialoguer? Dialoguer avec qui? Entre Congolais d'abord. Ils vont faire quoi? Mais quand l'État fonctionne, on n'a pas besoin de dialogue. Poutine n'a pas de dialogue avec les Russes. Il y a un gouvernement qui est en place. Il y a un président qui a été élu, j'imagine, qui a été élu. Il a un mandat, n'est-ce pas? Et si le Premier ministre n'est pas à la hauteur de sa tâche, qu'est-ce qu'on fait alors? On va regarder comme ça? Alors, selon vous, on peut énumérer vos pistes de solutions. Quelles pistes de solutions? Mais moi, je dis, lorsque le gouvernement ne donne pas les résultats escomptés, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, madame? Vous virez le gouvernement? Vous virez? Vous prenez d'autres. Il y a beaucoup de Congolais qui peuvent travailler. Vous pouvez faire partie de ces gouvernements. Vous avez des idées. Nous avons des idées. Pourquoi garder un Premier ministre? Je donne des exemples simples. Quand nous suivons les propos des militaires, je prends seulement ce cas-là, les militaires qui sont au fond, ils ne sont pas payés. On a vu des images des militaires qui transportent leurs camarades à dos. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de civière. Il n'y a pas de civière. Mais renforcer, d'abord, il y a un problème de budget. C'est complètement ridicule d'aller faire des cotisations au niveau de l'Église, comme je l'ai vu. C'est complètement ridicule. Et c'est même une honte, parce que ce que nous ne savons pas, tout ce que vous montrez dans les médias, dans les réseaux sociaux, vous montrez à l'ennemi vos faiblesses. Donc, les Congolais sont à un niveau tel que l'armée n'a pas de moyens. Et on fait des cotisations. Est-ce qu'on va nous prendre au sérieux, là? Il faut, la République a de l'argent. Il faut prendre cet argent. Changer de gouvernement, donner il faut l'argent il faut d'abord diminuer, prendre ce qui est possible. Il y a de l'argent. Donner de l'argent à l'armée. Donner l'argent à l'armée, virer les députés, il faut les virer, les sénateurs, il faut les virer, et récupérer l'argent. Ça sert à quoi? Madame, ça sert à quoi? On est en guerre. Mais là, vous êtes intransigeant carrément. Mais madame, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Il y a des dépenses à un moment donné, même chez vous à la maison, il y a des dépenses. Nous, les hommes, même des hommes infidèles, à un moment donné, quand la situation économique ne convient plus, il y a des foyers qui sont fermés. Vous le savez, il y a des bureaux qui sont fermés, non? Il y a le mari qui ne vient plus, qui ne veut plus chez la maîtresse parce que l'argent ne suit plus. Oui ou non? Alors, le Parlement, ça sert à quoi? Dites-moi, maintenant là, le Parlement, ça sert à quoi? Il faut restreindre le fonctionnement les dépenses de l'État, restreindre, virer le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Il a l'argent dégagé, madame. Vous imaginez, on paye combien? Je sais pas, entre 20 000 et 30 000 dollars par mois. Ils sont à 500. Et au Sénat, il y en a 108. Vous récupérez les voyages du président de la République. Je pense qu'il faudrait restreindre le voyage. Parce que le président de la République a le pouvoir, heureusement, de nommer les ambassadeurs plénipotentiaires. Et dans les lettres qu'on donne aux ambassadeurs... Par exemple, les voyages que le chef de l'État fait en ce moment, ce sont des voyages où il a besoin de soutien, il doit se déplacer quand même. Vous n'allez pas lui interdire ça, je vous dis, j'ai fait 2 cabinets. J'ai fait 2 cabinets. J'ai travaillé dans le cabinet du président Joseph Kabila, comme porte-parole, DIRCOM, conseiller, tout ce que vous voulez. J'ai travaillé dans le cabinet du président Mobutu comme conseiller diplomatique. Et quand vous êtes conseiller diplomatique, vous avez des prérequis de la sécurité. Des prérequis. Donc, nous maîtrisons le fonctionnement interne, secret de l'État et des États. Comment les États fonctionnent. Vous ne pouvez pas être conseiller diplomatique comme je l'ai fait, n'est-ce pas, du président de la République Mobutu, non apparent, et vous ne maîtrisez pas ce genre de choses. On n'a pas besoin de voyage, parce que le président, d'abord pour commencer, il a un cabinet avec les ambassadeurs itinérants, les chargés de mission, les envoyés spéciaux. Il y en a, oui ou non? Ça va diminuer déjà les dépenses. Ensuite, les ambassadeurs. Pourquoi avons-nous les ambassadeurs? Parce que les ambassadeurs, qu'est-ce qu'on dit dans l'aide de créance? Croyez-le en tout ce qu'ils vous diront en mon nom. C'est écrit dans l'aide de créance. Si vous n'avez pas confiance en un ambassadeur, pourquoi l'envoyez-vous alors? Les ambassadeurs sont les confidents. Et je peux vous dire que sous Mobutu, les 9 ambassadeurs, ce n'est pas un secret d'État que je dévoile, les 9 ambassadeurs, selon la doctrine Ngwanda, étaient tous
étaient tous, ils venaient tous de la présidence. Tous, ils arrivaient de la présidence, dans le nouveau pays frontalier, parce que Ngwanda a estimé que le danger ne peut venir que des pays voisins. Et donc, nous étions très regardants sur les ambassadeurs dans les pays frontaliers. Et il avait raison. Il avait raison. C'est comme ça qu'Atundu était, l'ambassadeur Atundu était au Rwanda. Il y en a d'autres, il y avait le directeur de cabinet de M. Mokolo qui était à Bujumbura, etc., etc. Ils sont nombreux comme ça. On avait Liende qui était au Congo-Brazza, on avait Mbouze qui était en Israël, etc. Je ne veux pas révéler tout le secret d'État ici. Vous voyez? Le Rwanda, le pays voisin, le Rwanda qui nous agresse en ce moment, quelle attitude adopter face à ce pays aujourd'hui? Moi, je suis triste. Je suis triste. Puisque Madame, ce pays est condamné timidement par la communauté internationale, par l'Union africaine. On s'en fout de la communauté internationale, madame. Si vous regardez, j'ai des prérequis qui m'imposent la force dans la gestion de l'État. Moi, c'est de la culture de, ça ne marche pas, vous y envoyez les unités spéciales, vous y envoyez les troupes spéciales. C'est comme ça que nous raisonnons. Ce n'est pas la diplomatie. Moi, je suis de l'école de Poutine. Et vous voulez qu'on aille vers la Russie? Mais ça se prépare, mais vous allez faire comment? Parce que la Russie, d'abord, nous n'avons pas de liens des vassaux. Des liens des vassaux avec les Russes, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Russie aujourd'hui si Est-ce que vous avez fait la demande? Vous avez fait la demande. J'ai vu le ministre Kabanda qui était parti, le ministre Kabanda qui est médecin de l'armée, qui était parti en Russie. Je ne sais pas, j'ai pas compris pourquoi on était en train de filmer, etc. Le séjour du ministre à la défense à l'extérieur. Je sais pas pourquoi. Ça se fait pas. Vous voyez? Je vais vous donner 2-3 aspects. J'entends ici, nous sommes infiltrés. Il n'y a que ça. Nous sommes infiltrés. Il y a des traîtres, madame. Je le dis devant la communauté des renseignements. L'infiltration et les recrutements font partie des stratégies des services de renseignement. Ça veut dire que nous n'avons plus de services de renseignement dans notre pays. Et lorsque un pays s'effondre, comme il s'effondre maintenant, ça veut dire que nos services ne fonctionnent pas. J'assume ce que je dis. Qu'il s'agisse de renseignements militaires ou de renseignements civils, des GEM... Là, vous êtes dans vos pistes de solutions pour... Mais il faut résoudre, quand vous avez la fièvre, il faut savoir ce dont vous souffrez, madame. La fièvre, c'est une alerte. Là, nous avons l'alerte. Mais quelle est la maladie? Alors, ça viendra après le dialogue. Pour moi, s'il y a dialogue, ce n'est pas le dialogue seulement avec les Belgians, c'est le dialogue avec tous les Congolais. On doit vous écouter, pourquoi ça ne marche pas. On doit l'écouter, mon frère qui prend des images, pourquoi ça ne marche pas. On doit écouter la maman de Kingabwa, on doit écouter la maman qui vend le chou, on doit écouter les chômeurs, pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est les institutions qui posent problème? Un dialogue qui est rejeté carrément par l'UNEPES. Non, il faut savoir, est-ce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas sûr que, tel que ça fonctionne dans mon pays, que les finances publiques, en ce qui concerne l'institution président de la République, qu'on ne puisse pas être à même de contrôler les dépenses. Ce n'est pas normal. Si une institution ne peut plus être contrôlée, il y a un problème de démocratie. Si l'Assemblée nationale, on ne peut pas contrôler, il y a un problème de démocratie. Le Sénat, pareil. On doit être à mesure de contrôler et même de limiter les dépenses. Quand on dit par exemple que nous allons faire la démocratie parlementaire, la diplomatie parlementaire, à ma connaissance, moi je fais les Sciences Po, madame. Je fais les Sciences Po, je fais. On va terminer. Je ne crois pas qu'il y ait une diplomatie parlementaire. Il n'y en a pas. Vous voyez? Ce sont les dépenses inutiles. Il y a des voyages au Canada. Qu'est-ce que ça donne? Rien. Il y a des voyages au Vietnam. Qu'est-ce que ça donne? Rien. L'argent qu'on donne, la mission, que ce soit sous Mobutu. Nous, moi j'avais $500 par mois comme député. Des émoluments. $500. C'est ce qui était prévu dans le cadre de l'institut de l'Union parlementaire, mon Dieu, quelque chose comme ça. L'Union internationale parlementaire, UEP. Le minimum qu'on donne, sous Mobutu. Et pour chuter, les autres pistes de solutions, selon vous, pour sortir de cette crise, définitivement, carrément? Madame, moi, je commence, le Parlement ne sert à rien.
Parce que le Parlement devait contrôler ce qui nous arrive, ça veut dire que le contrôle l'avait. Madame, si vous avez une entreprise chez vous, par exemple ici, je connais le professionnalisme de Jean-Marie Cavada, je connais le vôtre aussi. Mais si on a des images qui ne sont pas claires, on continue à voir les images qui ne sont pas claires, il y a un problème quand même au niveau des caméras. Soit il y a un problème au niveau du matériel, soit il y a un problème au niveau de preneur de vue, soit au niveau de la régie. Changer de gouvernement, carrément. Révoquer le gouvernement, révoquer le Parlement, Assemblée nationale, le Sénat, restreindre l'équipe, quitte au président de voir avec qui est qui. Il a des contacts, il est mieux informé que moi. Moi, je suis que l'observateur. Et puis, prendre des contacts. Vous ne pouvez pas gérer un État comme celui-ci, ça prend des contacts les plus efficients. Les contacts. Et les contacts, ce n'est pas les voyages. Ce sont les chargés de mission, ce sont les anciens analystes. Et dans ce pays, il y a des gens intelligents. Il y en a. Mais en ce moment-là, il y a urgence, M. Koudora. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Vous n'avez pas de solution miracle? Je n'ai pas de solution miracle. Moi, je dis, lorsque vous avez une équipe, madame, prenons le gouvernement, les institutions comme étant une équipe de football, ou une équipe de basket. Il y a des joueurs qui viennent, qui jouent. Il y a les règles du jeu, n'est-ce pas, qui sont respectées. Mais s'il n'y a pas un résultat optimal, on fait comment? On vire l'équipe. Et d'autres ajoutent même les coachs. Alors on fait comment? On fait comment? Parce que nous avons l'habitude d'avoir des institutions sans résultat. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Une équipe au pouvoir, madame, on doit avoir les résultats. Et il y a des problèmes que nous devons examiner. Par exemple, dans notre démocratie, on ne prend que les gens qui sont dans les partis politiques. C'est pas normal. On ne prend que les gens qui ont adhéré à tel regroupement politique, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on mette la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. On mépris de la méritocratie. Vous prenez un gouverneur, par exemple, de la ville de moi, je n'ai rien, je ne le connais même pas. Mais quand je viens, je vous assure, j'ai laissé le véhicule sur la voie publique, je ne peux pas rouler, il n'y a pas de solution. Parce que le choix, ce n'est pas un choix judicieux du gouverneur, il n'y a pas de résultat, ça fait 3-4 mois il est là. Aucun résultat, on est là, on tourne en rond, parce qu'il est proposé par un parti politique, loin des critères de gestion. Loin des critères de gestion. Non, on veut des résultats qui viennent du village ou qui ne sais pas, qui de parti personnel ou pas, peu importe. On veut, les Congolais veulent des résultats, madame. Et pour chuter? Eh bien, moi, je pense que la situation n'est pas désespérée. Je pense que la situation n'est pas désespérée. Je vous ai parlé du cas du président Mobutu, 3/4 du pays, il a récupéré, il a réunifié. Je crois que le président Félix, il prendra, c'est à lui de voir s'il sera à mesure de trouver une solution ou pas. Moi, je n'ai pas à proposer, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais je dis tout simplement, lorsqu'il n'y a pas de résultat, il faut en tirer les conclusions. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir reçu, madame, de m'avoir donné l'opportunité de donner cette petite contribution. On va prendre le deuxième invité.